Le juge a crié « Sortez !» à un adolescent dans sa salle d'audience, ignorant qu'il s'agissait du plus jeune procureur fédéral. La suite vous laissera sans voix. Le marteau s'abattit avec fracas, le visage du juge Harrison cramoisi de rage. « Sortez de ma salle d'audience !» hurla-t-il à l'adolescent de 18 ans qui se tenait calmement à la table des accusés. L'adolescent, Marcus Shane, venait de présenter ce qui semblait être de faux documents fédéraux, prétendant représenter l'accusation dans une affaire de corruption très médiatisée. La salle bondée éclata de rires et de chuchotements tandis que la sécurité du tribunal s'approchait du jeune homme. La voix du juge Harrison résonna dans le chaos. « C'est une parodie de justice. Vous croyez pouvoir entrer dans ma salle d'audience avec de faux documents et vous déguiser en avocat. » Marcus sentit l'humiliation l'envahir tandis que les spectateurs sortaient leur téléphone, filmant son apparente disgrâce. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il ramassait sa serviette, le poids de chaque regard pesant sur ses épaules. L'avocat de la défense, un homme aux cheveux argentés vêtu d'un costume coûteux, affichait un sourire suffisant en regardant la scène se dérouler. « Votre honneur, c'est exactement le genre de pitrerie auquel on s'attend de la part de l'accusation, » déclara-t-il avec un dédain théâtral. Marcus serra les mâchoires en entendant les ricanements venant de la galerie derrière lui. Des années de préparation, des nuits blanches à étudier le droit et le sacrifice de son adolescence avaient conduit à ce moment d'humiliation publique. La main de l'huissier se posa fermement sur son épaule, le guidant vers la sortie tandis que le juge Harrison poursuivait sa tirade. « Sécurité, escortez ce jeune homme et contactez les autorités au sujet de ces faux documents fédéraux. » Les lourdes portes du tribunal claquèrent derrière Marcus, le laissant seul dans le couloir de marbre. Son reflet le fixait depuis le sol poli, lui rappelant à quel point il se sentait petit et impuissant à cet instant. L'écho de ses rires résonnait encore dans ses oreilles tandis qu'il serrait plus fort sa mallette, sachant que tous ceux présents croyaient avoir assisté à la fin de sa carrière d'avocat avant même qu'elle ne commence. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que cette humiliation allait attiser un feu intérieur chez Marcus qui allait bientôt consumer tous ceux qui l'avaient sous-estimé. L'adolescent prit une grande inspiration, rajusta sa cravate et s'engagea dans le couloir avec une détermination renouvelée. Dans sa mallette se trouvaient des documents qui allaient tout changer, des documents qui prouveraient qu'il n'était pas un simple gamin jouant les avocats. En franchissant les portes vitrées du palais de justice sous le soleil éclatant de l'après-midi, Marcus murmura. Ils n'ont aucune idée de qui ils viennent de s'en prendre. La vraie bataille allait commencer, et cette fois, il ne serait pas seul. Le juge Harrison était loin de se douter qu'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa carrière judiciaire. La justice allait tourner d'une manière inimaginable dans cette salle d'audience. Marcus sortit son téléphone et composa un numéro qui allait tout déclencher. La voix à l'autre bout du fil était calme, mais imprégnée d'une autorité absolue. « Nous attendions votre appel, procureur Shane. » Le jeu avait officiellement commencé, et Marcus Shane s'apprêtait à leur montrer à quoi ressemblait la vraie justice. Il ne s'agissait plus seulement de laver son nom, mais de révéler une corruption si profonde qu'elle atteignait les plus hautes sphères du système judiciaire de l'État. L'humiliation qu'il ressentait aujourd'hui serait bien pâle en comparaison de ce que ses ennemis subiraient lorsque la vérité éclaterait enfin. En quittant le palais de justice, Marcus ne put s'empêcher de sourire légèrement, sachant que son retour serait tout simplement spectaculaire. L'adolescent dont il s'était moqué aujourd'hui deviendrait bientôt leur pire cauchemar, armé de toute la puissance du gouvernement fédéral. Chacun de ses pas était mesuré et déterminé, tel un prédateur traquant sa proie, se préparant au moment où il riposterait avec une précision dévastatrice. 3 mois plus tôt, Marcus était assis dans un petit café près de l'université de Georgetown, son ordinateur portable ouvert sur des dossiers qui auraient fait perdre le sommeil à des procureurs chevronnés. À 17 ans, il avait déjà obtenu son diplôme de la faculté de droit de Harvard avec les plus hautes distinctions de l'histoire de l'institution, attirant l'attention de la directrice du FBI, Sarah Mitchell en personne. L'appel téléphonique qui a changé sa vie est arrivé un mardi matin pluvieux. « Marcus, nous avons besoin de vous pour infiltrer le système judiciaire de l'État », avait dit la directrice Mitchell, sa voix portant la gravité d'une affaire de sécurité nationale. L'affaire de corruption qu'il montait impliquait le juge Harrison, le procureur Robert Sterling et un réseau de politiciens influents qui truquaient des affaires depuis plus de 10 ans. La jeunesse et l'inexpérience apparente de Marcus seraient son plus grand atout, lui permettant d'observer et de recueillir des preuves alors que tout le monde le sous-estimait.
Le FBI avait découvert que le juge Harrison acceptait des pots de vin de l'avocat de la défense Charles Whitmore, le même homme aux cheveux argentés qui avait souri en voyant l'humiliation de Marcus au tribunal. Il ne s'agissait pas de petits pots de vin, on parlait de millions de dollars en échange de décisions favorables qui laissaient de dangereux criminels en liberté. La révélation la plus choquante survint lorsque Marcus apprit que son propre père, l'inspecteur James Shane, avait été assassiné 3 ans plus tôt pour s'être trop approché de ce réseau de corruption. La mort de son père avait été qualifiée de crime de rue, mais les images de surveillance du FBI révélèrent qu'il s'agissait d'un meurtre soigneusement orchestré par les mêmes personnes que Marcus traquait désormais. La douleur de cette découverte l'avait presque brisé, mais elle lui avait aussi donné la force et la motivation nécessaires pour mener cette mission à bien. Le procureur Sterling avait été celui qui avait enterré l'enquête sur le meurtre de l'inspecteur Shane, rédigeant de faux rapports et intimidant les témoins jusqu'au silence. Le juge Harrison avait écarté des preuves clés qui auraient permis de retrouver les véritables meurtriers, prétextant des vices de procédure que n'importe quel étudiant en première année de droit aurait pu déceler. Le réseau de corruption s'étendait à la police, à la mairie et même à la résidence du gouverneur, chacun prenant sa part de l'argent sale. Marcus avait passé des semaines à documenter chaque transaction, chaque réunion secrète et chaque affaire truquée par ce réseau criminel. Ces enregistreurs cachés avaient enregistré le juge Harrison se vantant de la facilité avec laquelle il pouvait manipuler les jeunes avocats inexpérimentés qui comparaissaient devant son tribunal. Le juge ignorait que l'un de ces avocats, inexpérimenté, était en réalité un procureur fédéral bénéficiant du soutien total du ministère de la Justice. Charles Whitmore, l'avocat de la défense, avait commis l'erreur de tenter de recruter Marcus dans leur machination, pensant que l'adolescent serait suffisamment désespéré par l'argent et le succès pour compromettre son intégrité. Lors de leur réunion secrète, Whitmore avait révélé toute l'étendue de leur opération, y compris les noms des juges fédéraux qu'ils employaient également. Marcus avait enregistré chaque mot, construisant un dossier solide qui détruirait tout le réseau de corruption d'un seul coup fatal. Le plus difficile avait été de maintenir sa couverture tout en regardant les accusés coupables s'en tirer librement, sachant que les meurtriers de son père étaient encore en vie grâce à la corruption, même sur laquelle il enquêtait. Mais chaque injustice dont il était témoin ne faisait que renforcer sa détermination à aller jusqu'au bout. Le FBI avait déployé des agents un peu partout dans le palais de justice, déguisés en concierges, greffiers et agents de sécurité, rassemblant des preuves et se préparant à l'attaque. Le directeur Mitchell avait promis à Marcus que le moment venu, les assassins de son père seraient traduits en justice et que tous ceux qui avaient participé à la dissimulation paieraient pour leurs crimes. En examinant les preuves sur son ordinateur portable ce jour-là au café, Marcus savait que son moment d'humiliation apparente dans la salle d'audience du juge Harrison avait été parfaitement orchestré. L'emportement du juge et l'embarras public rendraient sa révélation finale encore plus dramatique et satisfaisante. Alors qu'il quittait le palais de justice après avoir été expulsé, Marcus consulta sa montre et sourit. Dans exactement 48 heures, le FBI effectuerait des perquisitions simultanées dans plus de 30 lieux, et le monde du juge Harrison s'écroulerait. Mais avant cela, Marcus devait obtenir une preuve supplémentaire, et cela l'obligerait à prendre le plus grand risque de toute son opération. Marcus rentra à son appartement ce soir-là et trouva l'agent du FBI Sarah Rodriguez qui l'attendait dans l'ombre de son salon, le visage sombre et pressé. « Nous avons un problème », dit-elle en glissant un dossier en papier craft sur sa table basse. « Le juge Harrison prévoit de détruire des preuves demain matin, et nous venons d'apprendre que Charles Whitmore a engagé un tueur à gages pour vous éliminer avant que vous puissiez témoigner. » Les photos à l'intérieur du dossier montraient Marcus entrant et sortant du tribunal, le visage cerclé de rouge et accompagné de notes détaillées sur sa routine quotidienne. Sa couverture n'était pas aussi solide qu'on le pensait, quelqu'un l'observait, documentait ses faits et gestes et s'apprêtait à le réduire au silence. L'agent Rodriguez poursuivit. « Nous avons intercepté des communications entre Whitmore et un assassin connu sous le nom de Le Nettoyeur, et le contrat sur votre vie doit être exécuté dans les prochaines 24 heures. » Marcus sentit son sang se glacer en réalisant que sa quête de justice lui avait valu une cible, comme elle l'avait fait pour son père 3 ans plus tôt. L'ironie du sort ne lui échappait pas. Les mêmes personnes qui avaient assassiné l'inspecteur James Shane prévoyaient maintenant de tuer son fils pour empêcher la vérité d'éclater. Mais Marcus se préparait à ce moment depuis le jour où il avait appris la véritable cause du décès de son père, et il lui restait une dernière carte à jouer qui allait tout changer. Il fouilla dans sa mallette et en sortit un petit appareil qui ressemblait à un stylo ordinaire,
mais les yeux de l'agent Rodriguez s'écarquillèrent lorsqu'elle reconnut ce que c'était. « C'est une ligne directe avec le bureau du procureur général », dit Marcus avec un sourire déterminé, « et j'ai été autorisé à l'utiliser si ma vie était en danger immédiat. » Le stylo contenait un système de communication satellite sécurisé qui alerterait instantanément les plus hautes instances du gouvernement fédéral et déclencherait un protocole d'intervention d'urgence. L'agent Rodriguez secoua la tête, stupéfaite. « Marcus, vous réalisez ce que vous dites? Cet appareil signifie que vous bénéficiez de la protection personnelle du procureur général en personne, ce qui signifie que vous n'êtes pas un procureur fédéral comme les autres. » Marcus avait caché la vérité, même à la plupart des agents du FBI avec lesquels il travaillait. Il n'était pas seulement le plus jeune procureur fédéral de l'histoire, il était aussi le protégé personnel du procureur général, choisi pour cette mission en raison de son talent unique et de sa motivation pour la justice. La procureure générale, Victoria, s'était personnellement intéressée à l'affaire Marcus après avoir appris le meurtre de son père et avait suivi son évolution à chaque étape. Marcus activa le dispositif et, quelques minutes plus tard, son téléphone sonna, accompagné d'un appel du plus puissant responsable des forces de l'ordre du pays. « Marcus, » dit la procureure générale et d'une voix absolument autoritaire, « l'agent Rodriguez m'a informé de la situation et j'autorise le déclenchement immédiat de l'opération Clean Sweep. » L'opération que Marcus préparait depuis des mois allait être accélérée de 12 heures, transformant son enquête minutieusement planifiée en une attaque en règle contre le réseau de corruption. Des agents fédéraux se positionnaient déjà autour de la maison du juge Harrison, du bureau du procureur Sterling et du cabinet d'avocats de Charles Whitmore, se préparant à exécuter des perquisitions simultanées qui aboutiraient à plus de 50 arrestations. Mais le plus gratifiant de l'opération restait à venir. Marcus allait personnellement signifier le mandat d'arrêt contre le juge Harrison, révélant sa véritable identité de la manière la plus spectaculaire possible. L'agent Rodriguez lui remit un gilet pare-balles et un badge fédéral qui brillait sous les lumières de l'appartement, transformant l'adolescent humilié en le puissant procureur qu'il était vraiment. Le plan était élégant dans sa simplicité. Marcus reviendrait dans la salle d'audience du juge Harrison le lendemain matin, apparemment pour s'excuser de l'incident de la veille, mais en réalité pour déclencher le piège qui détruirait à jamais le réseau de corruption. En enfilant le gilet et en épinglant le badge à sa veste, Marcus sentit le poids de l'héritage de son père et le pouvoir de la justice l'envahir. L'adolescent effrayé de la veille avait disparu, remplacé par un procureur fédéral bénéficiant du soutien indéfectible du gouvernement américain et d'une vendetta personnelle mûrie depuis 3 ans. Demain, le juge Harrison apprendrait que le jeune homme qu'il avait humilié et renvoyé était en réalité l'artisan de sa chute, et la salle d'audience, qui avait résonné de rire aux dépens de Marcus, serait le théâtre du plus spectaculaire retournement de situation de l'histoire judiciaire. Mais alors que Marcus se préparait à son triomphe, l'agent Rodriguez reçut un message urgent qui allait tout compliquer. Charles Whitmore avait eu vent de l'opération Coup de pouce et s'apprêtait à fuir le pays avec des preuves susceptibles d'impliquer des personnalités encore plus puissantes dans le réseau de corruption. Le lendemain matin, Marcus franchit les portes du tribunal non pas en adolescent humilié, mais en tant que procureur fédéral Marcus Shane, son badge étincelant sur la poitrine et entouré d'une équipe d'agents du FBI. Le juge Harrison s'installait à peine dans son fauteuil lorsque les portes de la salle d'audience s'ouvrirent brusquement. Son visage passa de la confusion à la terreur en voyant le jeune homme qu'il avait expulsé la veille arborer désormais des accréditations fédérales incontestablement authentiques. « Votre honneur », dit Marcus d'une voix autoritaire qui captura l'attention de toute la salle. « Je suis le procureur fédéral Marcus Shane, et vous êtes en état d'arrestation pour corruption, pot de vin, complot en vue de commettre un meurtre et obstruction à la justice. » Le marteau qui s'était abattu sur Marcus la veille tomba des mains tremblantes du juge Harrison tandis que des agents du FBI s'approchaient pour encercler le banc. Charles Whitmore tenta de s'échapper par la porte de derrière, mais se retrouva nez à nez avec l'agent Rodriguez, qui sourit lorsqu'elle le menotta et lui lut ses droits. Les mêmes spectateurs qui avaient ri de la disgrâce apparente de Marcus 24 heures plus tôt restèrent assis dans un silence stupéfait, témoins du revirement le plus spectaculaire de l'histoire du palais de justice. Marcus sortit un épais dossier de preuves et commença à lire les chefs d'accusation. « Juge Harrison, vous êtes accusé d'avoir touché plus de 2 millions de dollars de pots de vin, d'avoir truqué 37 affaires criminelles et d'avoir commandité le meurtre de l'inspecteur James Shane. » La mention du nom de son père fit frissonner la salle d'audience, tandis que les gens commençaient à comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de corruption.
Il s'agissait d'un fils cherchant justice pour son père assassiné. Le procureur Sterling fit irruption dans la salle d'audience, prêt à contester la procédure, mais s'immobilisa net en voyant des agents fédéraux l'attendre avec une nouvelle paire de menottes. Le réseau de corruption, qui semblait si puissant et intouchable, s'effondrait sous les yeux de tous, démantelé par l'adolescent qu'ils avaient tous sous-estimé. La procureure générale Victoria entra en personne dans la salle d'audience, confirmant par sa présence que cette opération bénéficiait du plus haut soutien fédéral et que justice serait enfin rendue. Marcus regarda le juge Harrison droit dans les yeux et dit « Il y a 3 ans, vous avez écarté des preuves qui auraient mené aux assassins de mon père parce que vous étiez payé pour les protéger, mais aujourd'hui, la justice triomphe. » L'ironie était parfaite. La salle d'audience, où le juge Harrison avait rendu une justice corrompue pendant des années, allait désormais être le lieu où il serait confronté à une véritable justice pour ses crimes. Alors que le juge était emmené menotté, Marcus ressentit un sentiment de paix et de justification qu'aucun argent ni aucun pouvoir ne pourrait jamais lui procurer. La galerie éclata d'applaudissements, réalisant qu'il venait d'assister à un véritable combat de David contre Goliath, où un jeune procureur avait démantelé un réseau de corruption. L'agent Rodriguez murmura à Marcus « Ton père serait fier. » Et pour la première fois en 3 ans, Marcus sentit que l'esprit de son père pouvait enfin reposer en paix. Les médias à l'extérieur du palais de justice s'emballèrent à la nouvelle des arrestations, titrant « Un jeune procureur démantèle un réseau de corruption. Et justice rendue. Un juge arrêté par un adolescent qui l'avait humilié. » Marcus sortit du palais de justice dans une marée de journalistes et de caméras, mais cette fois, il ne fuyait pas humilié. Il se dressait fièrement, symbole de la justice et de la force de ne jamais abandonner. L'affaire allait faire la une des journaux nationaux et inspirer une nouvelle génération de jeunes à poursuivre des carrières dans les forces de l'ordre et la justice. Le procureur général a annoncé que Marcus dirigerait un nouveau groupe de travail fédéral chargé d'éradiquer la corruption dans les tribunaux d'État du pays. Alors que Marcus se tenait sur les marches du palais de justice, il a sorti son téléphone et a appelé l'ancienne partenaire de son père, l'inspectrice Maria Santos, contrainte à une retraite anticipée pour avoir tenté d'enquêter sur la corruption. « Inspectrice Santos, a-t-il dit avec un sourire, justice a été rendue, et je pense qu'il est temps pour vous de reprendre le travail. » L'adolescent moqué et renvoyé était devenu le procureur qui a restauré la confiance dans le système judiciaire et prouvé que parfois, l'arme la plus puissante contre la corruption est la détermination d'une personne qui refuse d'abandonner. Dans les semaines qui ont suivi les arrestations, Marcus est retrouvé au cœur d'une tempête médiatique qui l'a transformé, passant du statut d'adolescent inconnu à celui de symbole national de justice et de persévérance. Les principales chaînes d'information se sont disputées des interviews exclusives, l'émission, 60 minutes, lui consacrant 1 heure entière et la qualifiant de « le procureur qui a tout changé ». Des agents d'Hollywood l'appelaient quotidiennement, lui offrant des millions pour les droits de sa vie, mais Marcus restait concentré sur le travail qu'il restait à accomplir. Le réseau de corruption qu'il avait dénoncé était encore plus vaste qu'on ne l'imaginait, avec des ramifications s'étendant aux agences fédérales, au gouvernement des États et au conseil d'administration des entreprises à travers le pays. Le procureur général a chargé Marcus d'une équipe de 50 agents fédéraux et procureurs d'enquêter sur les pistes issues des preuves recueillies lors de l'opération Clean Sweep. L'arrestation du juge Harrison avait déclenché un effet domino. Des criminels de bas étage se sont empressés de conclure des accords de plaidoyer et de révéler des informations sur leurs supérieurs en échange de réduction de peine. Le cabinet d'avocats de Charles Whitmore a été perquisitionné, révélant des dossiers attestant de pots de vin versés à des juges dans 12 États différents, créant un scandale national qui a atteint la Cour suprême. Marcus recevait quotidiennement des menaces de mort de la part de proches des criminels qu'il avait dénoncés, mais il recevait également des milliers de lettres de jeunes inspirés par son histoire et de citoyens reconnaissant que quelqu'un ait enfin résisté à la corruption. Le FBI lui assurait une protection permanente, mais Marcus insista pour poursuivre ses fonctions habituelles de procureur, refusant de laisser les tactiques d'intimidation perturber sa vie ou sa mission. L'inspectrice Maria Santos reprit du service actif et fut promue à la tête d'une équipe spéciale travaillant directement avec l'équipe fédérale de Marcus pour enquêter sur des affaires non résolues susceptibles d'avoir été liées au réseau de corruption. Le maire, le gouverneur et 3 membres du Congrès démissionnèrent dans la honte lorsque des preuves apparurent de leur implication dans le complot, déclenchant des élections partielles et une refonte complète du paysage politique de l'État.
Les anciens professeurs de droit de Marcus à Harvard s'émerveillèrent de la façon dont leur plus jeune diplômé avait réussi à orchestrer la plus importante opération anticorruption depuis des décennies, tout en étant encore sous le choc du meurtre de son père. La salle d'audience où Marcus avait été humilié fut rebaptisée « salle d'audience commémorative du détective James Shen » en hommage au sacrifice et au dévouement de son père pour la justice. Marcus a témoigné devant le Congrès sur la nécessité d'un contrôle renforcé des systèmes judiciaires des États, devenant ainsi la plus jeune personne à prendre la parole lors d'une session conjointe des commissions judiciaires de la Chambre des représentants et du Sénat. Ces recommandations ont conduit à l'adoption de la loi Shen anticorruption, qui a instauré une surveillance fédérale des systèmes judiciaires des États et créé des protections pour les lanceurs d'alerte des agents des forces de l'ordre qui signalaient des cas de corruption. Des éditeurs ont proposé à Marcus des contrats d'édition de plusieurs millions de dollars, mais il a choisi d'écrire ses mémoires lui-même, dont l'intégralité des recettes a été reversée à un fonds de bourse d'études pour les enfants d'agents des forces de l'ordre tués dans l'exercice de leurs fonctions. Ce fonds, baptisé en hommage à l'inspecteur James Shen, couvrirait les frais de scolarité universitaire et de droit des étudiants, démontrant l'excellence académique et l'engagement de Marcus pour la justice. Les organismes internationaux chargés de l'application de la loi ont invité Marcus à intervenir lors de conférences dans le monde entier, partageant ses techniques d'enquête sur la corruption judiciaire et inspirant une nouvelle génération de procureurs. L'adolescent, autrefois impuissant et humilié, était devenu une lueur d'espoir pour tous ceux qui croyaient qu'une seule personne pouvait faire la différence face à des obstacles apparemment insurmontables. Le succès de Marcus a également permis l'exonération de dizaines d'innocents condamnés à tort par des juges et des procureurs corrompus qui l'avaient dénoncé. Les familles ayant perdu des proches incarcérés injustement ont enfin pu tourner la page, et plusieurs condamnés à mort ont été libérés lorsque des preuves de mauvaise conduite judiciaire ont été révélées. L'enquête de Marcus a continué de se propager, des réseaux de corruption similaires étant découverts et démantelés dans d'autres États, grâce à ses méthodes et à ses preuves. Mais la reconnaissance la plus significative est peut-être venue lorsque Marcus s'est rendu sur la tombe de son père, le 3e anniversaire de la mort de l'inspecteur Shen, muni d'une lettre du président des États-Unis le remerciant pour son service à la justice. En déposant la lettre présidentielle sur la pierre tombale de son père, Marcus a enfin eu le sentiment d'avoir honoré sa mémoire et tenu la promesse faite lors des funérailles 3 ans plus tôt. L'adolescent effrayé et en colère, qui avait juré de retrouver les assassins de son père, était devenu un procureur confiant qui avait transformé le système judiciaire. 6 mois après les arrestations, Marcus se tenait devant la plus grande promotion de l'histoire de l'Académie du FBI, prononçant le discours d'ouverture devant des centaines de futurs agents inspirés par son histoire et désireux de poursuivre une carrière dans les forces de l'ordre. L'Académie avait créé un nouveau cours, intitulé « La méthode Shen », qui enseigne aux enquêteurs comment utiliser les opérations d'infiltration pour dénoncer la corruption tout en préservant leur intégrité morale et leur sécurité personnelle. Les techniques de Marcus avaient été étudiées et adoptées par les forces de l'ordre du monde entier, de Scotland Yard à Interpol, créant ainsi un mouvement mondial contre la corruption judiciaire. La Cour pénale internationale a invité Marcus à exercer les fonctions de conseiller spécial sur les affaires impliquant des fonctionnaires corrompus, faisant de lui le plus jeune individu à occuper un tel poste en droit international. Son action s'était étendue au-delà de la simple poursuite des criminels. Il contribuait désormais à la conception de systèmes visant à prévenir l'enracinement de la corruption. La Fondation Shen, créée grâce aux dons de citoyens et d'entreprises reconnaissants, était devenu un acteur majeur de la réforme judiciaire, finançant des enquêtes et soutenant les familles d'agents des forces de l'ordre pris pour cible par des fonctionnaires corrompus. La mère de Marcus, le docteur Lisa Shen, s'était d'abord inquiétée de voir son fils suivre les traces dangereuses de son père. Mais le fait de constater le changement positif qu'il avait apporté au monde l'a rempli d'une immense fierté et d'une grande paix. L'adolescent, qui avait autrefois lutté contre des cauchemars liés à la mort de son père, dormait désormais sur ses 2 oreilles, sachant que le sacrifice de l'inspecteur James Shen n'avait pas été vain. Les universités de tout le pays se sont disputées l'attribution de doctorats honorifiques à Marcus, mais il est resté inscrit à Georgetown pour ses études supérieures, maintenant fidèle à son engagement envers l'apprentissage et le perfectionnement continu. Les procès pénaux résultant de l'opération Coup de pouce sont devenus les procédures judiciaires les plus suivies de l'histoire américaine,
Marcus occupant le poste de procureur principal dans des affaires qui ont envoyé des dizaines de fonctionnaires corrompus en prison à perpétuité. Le juge Harrison, autrefois si puissant et arrogant, était désormais incarcéré dans un pénitencier fédéral, sa licence d'avocat révoquée et sa réputation détruite, purgeant une peine de 30 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Charles Whitmore avait accepté de coopérer avec les enquêteurs fédéraux en échange d'une réduction de peine, mais ces informations ont conduit à de nouvelles arrestations et à la découverte de réseaux de corruption dans des secteurs autres que le système judiciaire. La salle d'audience où Marcus avait été humilié était désormais réservée aux affaires fédérales de lutte contre la corruption, sa photo étant accrochée dans le couloir, rappelant que la justice peut surgir des sources les plus inattendues. Marcus a reçu la médaille présidentielle de la liberté le jour de son 19e anniversaire, devenant ainsi le plus jeune récipiendaire de cette distinction et consolidant ainsi sa place de héros américain. La cérémonie de remise des médailles s'est déroulée en présence de sa mère, de l'inspecteur Santos, du procureur général et de dizaines d'agents des forces de l'ordre dont la vie avait été marquée par son travail. Des gouvernements étrangers invitèrent Marcus à contribuer à la réforme de leur système judiciaire, lui offrant des postes prestigieux et des salaires colossaux. Il resta néanmoins déterminé à servir la justice américaine en premier. Son succès avait également suscité l'intérêt de jeunes femmes du monde entier, mais Marcus resta concentré sur sa carrière, conscient que son œuvre était loin d'être achevée et que des fonctionnaires corrompus devaient encore être traduits en justice. L'adolescent avait appris que le véritable pouvoir ne résidait ni dans l'autorité ni dans la position sociale, mais dans le courage de défendre ce qui était juste, même lorsque le système tout entier semblait s'acharner contre lui. L'histoire de Marcus fut adaptée en roman à succès, en film à grand succès et en documentaire, récompensé par l'Oscar du meilleur documentaire, diffusant son message de justice et de persévérance à des millions de personnes à travers le monde. Partout aux États-Unis, des écoles intégrèrent l'histoire de Marcus à leur programme scolaire, enseignant aux enfants que l'âge n'était pas un obstacle pour faire changer les choses et que, parfois, la personne la plus puissante était celle que tout le monde sous-estimait. Le Centre anticorruption Shen de la faculté de droit de Harvard devint l'institution de référence pour la formation des procureurs et des enquêteurs aux techniques mises au point par Marcus, garantissant ainsi la pérennité de son héritage. Alors que Marcus se préparait à célébrer son 20e anniversaire, il réfléchissait au chemin parcouru depuis l'adolescent effrayé et en colère qui avait juré de retrouver les meurtriers de son père, réalisant qu'il n'avait pas seulement trouvé justice pour son père, mais qu'il avait contribué à créer un monde plus juste pour tous. À l'occasion du 2e anniversaire de l'opération Coup de pouce, Marcus prêtait serment dans la roseraie de la Maison-Blanche, le plus jeune procureur général adjoint de l'histoire américaine, sous le regard fier de sa mère et de l'inspecteur Santos. Le président Mitchell lui a personnellement prêté serment, affirmant à Marcus que son dévouement à la justice incarnait les valeurs américaines les plus nobles et que sa nomination inspirerait les jeunes du monde entier à embrasser une carrière dans la fonction publique. La cérémonie a été retransmise en direct dans plus de 50 pays, et les dirigeants mondiaux ont félicité Marcus et l'ont invité à se rendre dans leurs pays respectifs pour partager son expertise en matière de lutte contre la corruption. Grâce à ses nouvelles fonctions, Marcus supervisait l'ensemble des efforts fédéraux de lutte contre la corruption à l'échelle nationale, avec un budget de plus de 2 milliards de dollars et la supervision de milliers d'agents, de procureurs et d'enquêteurs. La Task Force Shen, désormais une division permanente du ministère de la Justice, avait poursuivi avec succès plus de 300 fonctionnaires corrompus et récupéré plus de 50 millions de dollars de fonds publics volés. Les méthodes de Marcus avaient été si efficaces que le Congrès avait adopté une loi obligeant tous les procureurs fédéraux à suivre une formation basée sur ces techniques avant de pouvoir traiter des affaires de corruption. L'adolescent, autrefois ridiculisé au tribunal, disposait désormais de son propre bureau dans le bâtiment J. Edgar Hoover, avec une ligne directe avec le procureur général et le pouvoir d'ouvrir des enquêtes dans n'importe quelle juridiction du pays. L'inspecteur Santos avait été promu directeur adjoint de l'unité de lutte contre la corruption publique du FBI, travaillant en étroite collaboration avec Marcus pour coordonner les efforts des forces de l'ordre fédéral et local contre les fonctionnaires corrompus. Le fonds de bourse créé à la mémoire de l'inspecteur James Shen avait atteint plus de 10 millions de dollars, offrant un soutien éducatif complet à des centaines d'étudiants partageant l'engagement de Marcus pour la justice et le service public. L'autobiographie de Marcus, Justice pour mon père, avait figuré en tête des ventes pendant plus d'1 an et avait été traduite en 37 langues,
inspirant des mouvements anti-corruption dans le monde entier. Les recettes du livre continuaient de financer le travail de la Fondation Chen, soutenant les familles touchées par la corruption et fournissant des ressources aux enquêteurs travaillant sur des affaires difficiles. Marcus avait refusé de nombreuses offres lucratives de cabinets d'avocats privés, de chaînes de télévision et d'entreprises technologiques, restant engagé dans le service public malgré les sacrifices financiers que cela impliquait. Sa vie privée demeurait largement privée, bien qu'il ait commencé à fréquenter une collègue procureure qui partageait sa passion pour la justice et comprenait les exigences de sa carrière extraordinaire. Les médias continuaient de suivre ses moindres faits et gestes, mais Marcus avait appris à utiliser sa célébrité de manière stratégique, attirant l'attention sur des affaires et des problèmes importants qui, autrement, seraient passés inaperçus. Les agences de renseignement étrangères avaient tenté de recruter Marcus à plusieurs reprises, lui offrant des postes dotés de salaires se chiffrant en millions. Mais sa loyauté envers l'Amérique et sa mission demeuraient inébranlables. Les fonctionnaires corrompus qu'il avait dénoncés continuaient d'en subir les conséquences des années plus tard. Plusieurs mouraient en prison, tandis que d'autres passaient le reste de leur vie à se battre en justice et à verser d'importantes indemnisations à leurs victimes. Marcus avait reçu plus d'1 millier de menaces de mort depuis son ascension, mais chaque menace ne faisait que renforcer sa détermination à poursuivre sa lutte contre la corruption, où qu'elle se trouve. Le FBI avait déjoué au moins 6 tentatives d'assassinat contre Marcus, ce qui avait conduit à de nouvelles accusations fédérales contre des membres des réseaux criminels qu'il avait démantelés. Son service de sécurité était devenu comme un membre de sa famille. Les agents qui le protégeaient depuis les débuts de l'opération Clean Sweep continuaient de servir dans son équipe. Le succès de Marcus lui avait également permis de nouer d'importantes relations avec des entreprises technologiques qui collaboraient avec son bureau pour développer de nouveaux outils de détection et d'enquête sur les crimes financiers et la corruption. La méthode Chen avait été intégrée au système d'intelligence artificielle utilisé par les forces de l'ordre du monde entier, automatisant la détection de schémas suspects pouvant indiquer des activités de corruption. Les universités rivalisaient pour accueillir Marcus comme conférencier invité, et ses discours suscitaient systématiquement des ovations debout de la part des étudiants et des professeurs qui le considéraient comme un modèle et une source d'inspiration. Alors que Marcus se projetait sur ses 21 ans et au-delà, il savait que son œuvre était loin d'être terminée, mais il savait aussi qu'il avait déjà dépassé les rêves les plus fous de justice de son père et qu'il avait créé un héritage qui continuerait de lutter contre la corruption bien après sa disparition. L'adolescent effrayé qui se tenait autrefois seul dans le couloir d'un palais de justice était devenu un symbole mondial d'espoir, prouvant qu'avec du courage, de la détermination et le soutien de bonnes personnes, même les systèmes corrompus les plus puissants pouvaient être renversés par quelqu'un qui refusait de renoncer à la justice. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle explore les thèmes des préjugés, de la sous-estimation de l'intelligence et de l'abus de pouvoir. Ce récit vise à souligner l'importance de la dignité et à inspirer une plus grande appréciation du génie discret qui peut défier les attentes.